La méthode d'évaluation d'une entreprise par les flux de fonds actualisés est une des plus populaires parmi celles largement usitées. Elle connaît deux variantes, celle à partir des flux opérationnels et celle à partir des flux revenant aux seuls actionnaires. Nous nous proposons dans cette courte vidéo de vous détailler un modèle de mise en œuvre de cette seconde méthode. Attention, la méthode paraît simple, mais les choses-trappes ne manquent pas, comme nous le rappelons au chapitre 9 de notre ouvrage Gestion de portefeuille et marchés financiers, paru chez Pearson France. La mise en œuvre de cette méthode va exiger la prévision des flux attendus des opérations, ou encore Operating Free Cash Flows, OFCF, et des flux liés à l'endettement, ou encore Financing Free Cash Flows, FFCF. En effet, les flux disponibles pour les actionnaires, Free Cash Flow for Equities, FCFE, sont la somme de ces deux composantes des tableaux de flux prévisionnels, en y intégrant bien évidemment les impôts, cela va de soi. Nous ne reviendrons pas ici sur la prévision des flux opérationnels, OFCF. Elle a été abordée dans une vidéo précédente et nous invitons l'utilisateur intéressé à s'y reporter. Nous nous contentons ici de reporter les éléments de prévision concernant principalement l'EBIT, les capitaux investis et le taux de croissance à long terme. Nous reprenons également la même présentation que celle choisie pour la vidéo précédente en distinguant trois périodes. Le court terme, où l'information est élevée, le long terme, où l'information est limitée à un taux de croissance unique caractérisant la situation de maturité, et enfin la transition qui permet la convergence entre les deux précédentes. La première phase des calculs permet de disposer d'une prévision pour les trois périodes à venir, court terme, transition et long terme, des Operating Free Cash Flows avant impôt. Les calculs comprennent l'estimation du total des capitaux investis et leur variation annuelle. Attention à ce dernier terme. Pour la dernière période, le calcul se fait en utilisant le taux de croissance à long terme, petit g, et les capitaux mobilisés en fin de période 6, c'est-à-dire en fin de période de transition. Abordons maintenant la prise en compte de la politique de financement. Nous distinguons ce qui relève du long terme et restera constant au taux de croissance G près, et ce qui relève du court terme et qui varie. Les données suivantes sont indispensables. Quelle sera la structure financière à terme? Ici, on suppose que la part des fonds propres est de 60%. Vu le risque des opérations, quel est le coût des fonds propres sans levier? Ici, 8,2%. Quel est le coût des dettes en cohérence avec la structure financière de long terme envisagée? Ici, 4%. Quel est le taux d'imposition? Il faut bien prendre en compte le bouclier fiscal de la dette. Ici, 35%. Enfin, plus délicat, quel est le taux zéro bêta? Nous proposons de l'approcher comme la somme du taux sans risque dans l'économie considérée et de la prime de liquidité adaptée à l'action, à la liquidité de son titre. Nous calculons le coût moyen pondéré du capital, ou WACC, qui va s'appliquer uniformément tout au long de la troisième période, le long terme. Pour simplifier, nous supposons que le coût des fonds propres est une fonction linéaire du levier de la dette en valeur de marché, soit le rapport dette sur E, E signifiant valeur de marché des fonds propres. Il est facile de montrer alors que le WACC est égal au coût du capital sans levier, noté ici ρU, affecté de l'effet de la dette qui doit être soit négatif, soit nul, et dans ce cas, la neutralité de l'endettement est supposée. Le calcul donne ici
une valeur de 8%. Notons au passage que si l'effet de la dette est nul, c'est-à-dire si on est dans un cas d'indifférence à la Modigliani-Miller, la méthode d'évaluation par les Free Cash Flow for Equities donne un résultat strictement égal à celui procuré par la méthode des Operating Free Cash Flow actualisés. Pour achever la prise en compte du long terme, nous déterminons le montant de dette compatible avec les hypothèses devant prévaloir au début de la troisième période ou encore en fin de la période de transition. Ce montant de dette cible est égal à la valeur d'entreprise multipliée par la part des dettes, ici supposée égale à 40%. Pour déterminer la valeur d'entreprise en fin de période 6, nous capitalisons l'operating free cash flow après impôt, c'est-à-dire l'operating free cash flow avant impôt moins un impôt estimé à l'EBIT multiplié par le taux d'imposition. Nous capitalisons donc cet operating free cash flow après impôt à un taux égal à la différence entre le WACC et le taux de croissance à long terme. Nous obtenons dans le cas présent une valeur de 1543,4 pour la valeur totale d'entreprise et 617,3 pour la dette cible, c'est-à-dire 40% de la valeur précédente. Nous pouvons passer maintenant à la prise en compte du financement à court terme et également sur la période de convergence. Les données de base sont le montant initial des dettes, 850 ici, et leur coût, supposé égal à 6% dans l'exemple, vu le niveau très élevé de l'endettement initial. Les charges financières sont estimées en fonction du taux d'intérêt et du montant en début de période, soit, pour la première année, 850 multiplié par 6% ou encore 51. Il est possible de calculer le montant des impôts. La base imposable est égale à l'EBIT diminué des charges financières. Le montant des impôts est obtenu en multipliant cette base imposable par le taux de 35%, tout en tenant compte des pertes reportables, supposées égales à 50 initialement dans l'exemple suivant. Enfin, il faut choisir une politique d'amortissement de la dette. Dans ce cadre, nous avons choisi d'affecter prioritairement les cash flows disponibles à ce service de la dette. Ce n'est que quand la dette atteint sa cible, et donc qu'elle a été suffisamment amortie, que des cash flows sont alors servis aux actionnaires. Aussi, dans cet exemple, la variation des dettes peut être égale à la différence entre les charges financières augmentées des impôts et diminuées de l'operating free cash flow avant impôt. Nous supposons alors que le cash flow généré par les opérations est absorbé en priorité et totalement par le remboursement de la dette, les charges financières et les impôts. Une autre possibilité pour les années suivantes est de considérer que le remboursement de la dette est égal à la différence entre la dette cible et la dette précédente, comme en période 4. Nous avons là, à ce moment-là, une absorption partielle. Enfin, dernier cas, la variation de la dette peut être supposée nulle si le montant de la dette a déjà atteint son niveau cible. Cette politique n'est qu'un exemple de modèle. D'autres peuvent être développés et se prêter à diverses interprétations. Les flux disponibles pour les actionnaires, Free Cash Flow for Equities, FCFE, qui pourront éventuellement être distribués sous forme de dividendes ou de rachat d'actions, sont égaux à la différence entre les operating free cash flow avant impôt, les charges financières, les impôts, à laquelle vient s'ajouter la variation des dettes. Nous pouvons constater que notre hypothèse d'amortissement de la dette
conduit bien à des free cash flow for equities nuls durant les 3 premières années. L'actualisation des free cash flow for equities est beaucoup plus délicate que celle des operating free cash flows dans l'autre méthode d'évaluation. En effet, le montant de dette fluctue tout au long des 2 premières périodes. Il n'est donc plus possible de supposer que le risque est constant pour les actionnaires. Aussi, le taux de rentabilité qu'ils exigent fluctue tout au long de ces années. Il n'y a pas, dans ce cas, de taux d'actualisation unique. De plus, l'estimation du coût des fonds propres, petit k, fait intervenir le levier futur en valeur de marché, qu'il n'est pas possible de déterminer tant que l'évaluation n'est pas achevée, comme le suggère la relation linéaire que nous avons choisi de retenir dans l'exemple suivant. Pour résoudre cette difficulté, nous proposons d'exprimer différemment la valeur présente. Au lieu d'actualiser un free cash flow for equity et la valeur terminale au coût des fonds propres petit k, nous actualisons une mesure du free cash flow for equities ajusté pour le risque de la dette au coût des fonds propres sans levier. Ce dernier taux peut être plus facilement considéré comme constant car il n'est fonction que du seul risque des opérations. L'ajustement est égal au produit du montant de la dette en début de période par la différence entre le coût des fonds propres sans levier et le taux 0 bêta. Notons que si l'équivalence entre les deux méthodes d'actualisation n'a été montrée que sur 2 périodes t et t plus 1, ce résultat s'obtient très facilement dans un cadre multipériodique par usage d'une simple récurrence. Tous ces paramètres sont déjà présents dans la prévision et le calcul n'exige aucune information supplémentaire. Le tableau est dès lors complété par ces 2 lignes, ajustement pour risque de la dette et free cash flow ajusté, somme entre les free cash flow for equities et les ajustements. Il ne reste plus qu'à actualiser les free cash flow for equities ajustés au coût des fonds propres sans levier, ici 8,2%. Et attention à ne pas prendre le WACC égal lui à 8% et contenant déjà l'effet de la dette. La valeur actuelle de ces flux ajustés est de moins 60,1. Il faut ajouter la valeur présente de la valeur terminale des fonds propres déterminée précédemment, soit 926. L'actualisation se faisant au même taux de 8,2%. On obtient 577,1. La valeur pour les actionnaires s'élève donc à 577,1 moins 60,1 ou encore 517. Elle est bien supérieure à la valeur comptable, ici égale aux capitaux investis 950 moins les dettes 850, soit 100, et fait apparaître un goodwill très important de 417. Le travail d'évaluation est à proprement parler achevé, mais nous fournissons quelques résultats complémentaires qui éclairent ce travail. En utilisant la même règle d'évaluation, actualisation des free cash flow for equities ajustés à venir et de la valeur terminale des fonds propres, il est possible d'évaluer les fonds propres en fin de chaque période. 602,7 en fin de période 1, par exemple. On peut comparer ces valeurs financières aux valeurs comptables, égales, quant à elles, à la différence entre les capitaux investis et les dettes, et estimer le ratio prévisionnel market to book, qui, dans l'exemple suivi, décroît régulièrement. On peut aussi estimer l'évolution du levier de la dette en valeur de marché, qui tend vers sa cible 0,67. On peut enfin estimer le taux de rentabilité périodique pour les actionnaires. Ce dernier est égal à la variation de la valeur des fonds propres en début et en fin d'année, augmentée
du free cash flow for equities éventuel, le tout divisé par la valeur des fonds propres en début d'année. Il est intéressant de noter que ce taux de rentabilité diminue tout au long de la période, car le risque supporté par les actionnaires décroît avec le levier. Nous retrouvons la relation linéaire supposée au départ entre le coût des fonds propres et le levier de la dette. Il est facile aussi d'estimer le résultat net prévisionnel, égal à l'EBIT diminué des charges financières et des impôts. Nous avons calculé le Forward Price Earning Ratio, c'est-à-dire le rapport entre la valeur financière des fonds propres et le résultat à venir. Il est au départ faible, vu le grand risque supporté par les actionnaires. Nous produisons également deux indicateurs comptables habituellement calculés. Le levier comptable, rapport des dettes et des valeurs comptables des fonds propres, et le ROE, Return on Equities. Dans un cas comme celui-ci, nous voyons combien les mesures comptables et financières peuvent diverger. Le ROE, par exemple, est bien loin de correspondre à une rentabilité pour les actionnaires. Quand nous rapprochons ces deux mesures comptables, nous voyons que la relation est bien croissante. Le ROE est très élevé quand l'endettement est fort, mais elle n'est plus linéaire. Tout simplement parce que dans le cadre de l'exemple choisi, la rentabilité des opérations, exprimée à travers le ratio Return on Capital, ROC, cette rentabilité n'est pas constante dans le temps. Si vous souhaitez mettre en œuvre cette approche, le fichier Excel est accessible sur ma page Facebook et surtout, vous trouverez plus de détails dans le chapitre 9 de notre ouvrage Gestion de portefeuille et marché financier, paru chez Pearson France.